Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Sogiptech. Donc c'est l'événement annuel donc du pôle systématique. Nous sommes à la seconde édition donc qui se déroule cette année du 1er au 4 juillet avec donc une journée en présentiel qui est demain et 3 jours en distanciel avec des webinaires. Alors, le thème d'aujourd'hui de ce webinaire-là, c'est donc les doctorants, une source exceptionnelle de talent. Donc, je vais être accompagnée de 3 intervenants que j'aurai besoin de vous parler donc tout à l'heure. Je suis Bettina Massengo, chargée de mission RH au sein du pôle systématique. Donc, ce webinaire est porté par le service RH et compétences qui a pour but d'accompagner donc les membres du pôle qui ont des besoins donc en matière de recrutement, formation et gestion des compétences en général. Voilà. Alors, donc, juste pour information, donc, il est encore possible de s'inscrire donc à la journée qui est demain en présentiel à Paris, dans le 13e. Donc, le lien sera mis dans le chat, inscrivez-vous. Donc, c'est encore ouvert. Et donc, il y a aussi le programme des prochains webinaires que vous voyez là, mais que vous pouvez également voir sur notre site internet, également dans le lien qui vous sera communiqué donc tout à l'heure, donc dans quelques secondes. Voilà. Aussi, des petites consignes, vous pouvez tout au long donc du webinaire échanger donc dans le chat, vous pouvez échanger, réagir à ce qui se fait, à ce qui se dit. Et lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout le long donc du webinaire dans la boîte à questions. Vous voyez le point d'interrogation là à droite. Vous pouvez donc déposer vos questions et on prendra un temps pour questions-réponses à la fin du webinaire. Et aussi pour information, le webinaire sera enregistré, donc vous recevrez le replay tout de suite après, donc qu'il soit terminé. C'est donc parti pour le webinaire, donc les doctorants, une source exceptionnelle donc de talent. Au programme, donc là, il y aura donc les 3 intervenants qui vont se succéder l'un après l'autre. Nous aurons ensuite une table ronde et enfin un temps de questions-réponses et un mot de la fin. Alors, nous intervenons, qui sont-ils? Nous avons donc avec nous Monsieur Bernard Monnier, qui est le responsable du nouveau parcours doctoral R&D en entreprise de l'université Paris-Saclay. Il est donc aussi le président de MIM, donc Monnier Innovation Management. Nous avons aussi donc Monsieur Florian Andreasianasi, qui est directeur général donc de PSG Talent. Et enfin, Floriane Lacour, qui est responsable du pôle Relations entreprises, partenariat et recrutement de l'association ABG, donc Bernard Grégory. Et sans plus tarder, donc je laisse la parole à Monsieur Bernard Monnier de MIM qui va donc commencer donc ce webinaire. À tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Bien, merci de cette invitation. Pour me présenter rapidement, je suis ingénieur en informatique électronique depuis de très nombreuses années. J'ai ensuite, au bout de 20 ans de carrière en recherche, fait un MBA et pour aller plutôt dans la partie business management pour créer des partenariats entre les startups, les PME et les grands comptes. Par ailleurs, je suis expert notamment en France 2030 au niveau de BPI. Je donne des cours sur l'innovation et l'achat. Et ce pourquoi je suis ici, je suis responsable du parcours doctoral R&D en entreprise pour le compte de la maison du doctorat de l'université Paris-Saclay. Et comme je suis bavard, j'ai écrit un livre qui s'appelle La route des innovations. Alors, ce parcours, le titre, je trouve, est très très bien choisi, hein, des doctorants, une source exceptionnelle de talent. C'est vraiment ce qui a fait que ce parcours a du sens. Ce qu'on veut, c'est mettre en lien ces talents avec les entreprises. Donc le but de ce parcours, c'est vraiment ça. Et c'est organisé en modules. Un module, en gros, traduisé par journée. Et les journées, il y en a 4 qui sont obligatoires. Module 1 à 4, où le module 1, j'ai défini un petit peu tout ce qu'était l'innovation, innovation ouverte, etc. Le module 2, c'était comment passer d'une idée à une offre à mettre sur le marché. Le module 3, comment on fait pour détecter les demandes, les besoins du marché. Et le module 4 qui va justement se faire demain à l'ENS Paris-Saclay et qui va être l'application des concepts qui ont été vus les 3 jours précédents, qui sont déroulés au mois de juin. Et là, on va le faire sur des exemples. Et j'ai choisi de valoriser les thèses de certaines personnes. Donc, il y aura 7 thèses parmi les 42 doctorants inscrits qui seront valorisées par groupe, par les groupes qu'on va former.
pour effectivement retrouver une issue business de ces recherches. Ensuite, il y aura des modules optionnels, et il y en aura 6 qui devront être choisis. Ils devront en choisir 2 parmi 6, et les 6, chacun de ces modules a des thématiques. Le premier, c'est par exemple numérique, le deuxième, biotech santé, le troisième, agri-agro, le quatrième, la mobilité, le cinquième, l'ingénierie, et le sixième, la physique. Donc, voilà, donc les doctorants devront choisir 2 journées parmi ces 6 qui leur seront proposées. Ce sera en octobre ou novembre. Ensuite, il y aura une dernière partie dans ce parcours. Ce sera 5 jours en entreprise. Et ils vont avoir une mission à faire, ils vont avoir à définir un rapport d'étonnement, soit sur une mission R&D qui leur aura été donnée, soit, je sais pas pourquoi ça vient en arrière, voilà. Soit sur l'audit du management de la carrière du chercheur. C'est pas le tout de l'embaucher, mais aussi faut-il savoir le garder. Ensuite, l'audit, ça peut être également sur l'audit de la R&D en entreprise. Ça pourrait être aussi invente ton poste en entreprise. Le doctorant vient dans l'entreprise, il regarde les postes qui sont proposés à des personnes de leur profil, recherche, et il invente son poste, c'est-à-dire qu'il ne prend pas forcément les missions des postes qu'il découvre, mais il peut en définir une nouvelle. Ça peut aussi être d'écrire une thèse qu'il faudrait lancer, une thèse CIFRE qu'il faudrait lancer dans l'avenir, ou une autre mission que des partenaires entreprises pourraient me suggérer et qui pourrait être acceptable dans le cadre de ce parcours en 5 jours. Le tout est encadré par un accord de confidentialité si besoin. Je demande à ce qu'il y ait une rencontre formelle du doctorant avec le directeur commercial et le DRH, le directeur commercial, pour que le doctorant se rende compte que les recherches, ça se fait pour des clients, et le directeur de ressources humaines, ça se fait pour le DRH. Il faut qu'il sache qu'un doctorant, ce n'est pas un ingénieur. Donc voilà. Voilà en gros. Donc après, j'aurai peut-être l'occasion de voir plus en détail tout ça au travers des questions, sans doute, j'espère. Et juste dire que les partenaires entreprises, ça va du grand compte à la start-up en passant par les PME. Et j'aime beaucoup effectivement impliquer les PME et les start-up dans ce parcours. Au-delà des plages. Voilà, je crois que les 5 minutes sont passées, donc je vais laisser la main, je crois, à Florian pour qu'il nous décrive l'organisation de sa structure, PhD Talent. Florian Andrienasi, je te laisse la parole. Merci Bernard. Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, je suis Florian Andrienasi, je suis donc un des cofondateurs et directeur général de PhD Talent. De la même manière que Bernard, je vais me présenter brièvement. Je suis issu d'une formation à la fois d'ingénieur puis de docteur. J'ai fait une thèse CIFRE sur le plateau de Saclay pour Thales. J'ai eu l'occasion de croiser Bernard à l'époque. Et pendant ma thèse, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait PhD Talent, au cours de laquelle notre objectif était de valoriser le doctorat auprès des entreprises, quelles qu'elles soient, grandes entreprises, start-up, PME, de tout secteur, puisqu'on s'adressait à tous les doctorants, à tous les docteurs, quelle que soit leur discipline scientifique. Donc, l'association a très bien marché, et donc avec mes associés, qui étaient au nombre de 3, donc on est une petite équipe de 4 associés, on a créé l'entreprise PhD Talent, dans l'objectif de continuer à valoriser les compétences des docteurs auprès du tissu socio-économique partout en France, même maintenant un peu partout en Europe et même un peu en Afrique du Nord. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Notre activité se décline, on va dire, sous 2 formats, en tout cas pour ce qui est de l'activité de recrutement de docteurs. À la fois une plateforme qui regroupe aujourd'hui à peu près 25 000 doctorants et docteurs, un peu plus de 1200 entreprises qui utilisent la plateforme de manière plus ou moins régulière. Et on propose différents services qui permettent à nos clients de recruter facilement des docteurs et en toute autonomie.
Donc, que ce soit via la publication d'offres d'emploi directement sur notre plateforme, qui sont ensuite relayées vers des partenaires comme Euraccess ou le réseau d'alumni de l'Université Grenoble-Alpes. Ça peut être en s'abonnant à notre CVTech pour accéder à l'ensemble des compétences présentes et des profils de docteurs inscrits sur notre plateforme, avec tout un système de filtres et de listes disponibles directement via la CVTech, avec aussi un système de messagerie pour contacter les profils qui sont intéressants pour les employeurs, et un système de ce qu'on appelle de speed meeting, qui sont des interviews, on va dire en ligne, en visio, que nous programmons pour nos clients après une campagne de communication qu'on leur dédie pour les aider à trouver le plus facilement possible et le plus rapidement possible des candidats qui correspondent à leurs attentes. Donc ça, c'est pour la partie plateforme. Et l'héritage de l'association, c'est un forum de recrutement, forum qui s'appelle le PhD Talent Career Fair, qui a lieu tous les ans en fin d'année. Donc cette année, ce sera le 26 novembre, qui est aujourd'hui le plus grand forum mondial dédié au recrutement de docteurs, où on accueille 5000 doctorants, jeunes docteurs, 150 entreprises sur une journée. Encore une fois, des entreprises de tout secteur et des doctorants de toutes disciplines scientifiques, donc au 104 Paris. Et donc, c'est aujourd'hui un forum très important dans l'écosystème du doctorat, où on a l'ensemble des acteurs qui sont présents pour se rencontrer. Donc voilà, donc évidemment, je reste à la disposition de ceux et celles qui sont intéressés par nos activités pour en discuter un peu plus tard. Et je vais laisser la main à Floriane de la BG pour se présenter. Merci bien Florian, merci à tous pour l'invitation. Donc Floriane Lacour, moi je suis docteur en biologie. Je suis arrivée à l'association Bernard Grégory il y a plus de 2 ans dans le but de valoriser les compétences des docteurs, surtout dans le secteur privé. Et aujourd'hui, donc, je m'occupe du pôle relations entreprises, partenariat et recrutement. C'est tout ce qui va toucher l'emploi de manière générale et la mise en relation entre docteurs et recruteurs. Alors la BG, qu'est-ce que c'est? On est donc une association qui existe depuis une 40aine d'années. Ah, il y a un bug. On est situé à Paris, on est 13 personnes. Initialement, quand l'association s'est créée, le but était vraiment de valoriser les compétences des docteurs dans le secteur privé. Maintenant, c'est un petit peu élargi. On accompagne les masters, ingénieurs, doctorants, docteurs dans leur parcours, leur projet professionnel. Et le but, c'est bien sûr de rapprocher ce public-là avec les entreprises. Donc, tout type d'entreprise, peu importe la taille, les startups, PME, TPE et les grands groupes. D'ailleurs, comme on est associatif, on fonctionne aussi grâce à nos adhérents et tout ce panel-là est représenté au sein de nos adhérents. Alors concrètement, comment on gère tout ce travail-là? En fait, on a plusieurs missions. La première va être la formation et l'accompagnement des masters ingénieurs, doctorants, docteurs, puisque on met en place des entretiens conseils, des ateliers thématiques et des formations, toujours pour les encadrer dans leurs projets professionnels. Et en fait, tout ce public-là, c'est peu importe leur seniorité, puisque maintenant, on met aussi en place des formations au management d'équipe pour aider les plus confirmés à encadrer des doctorants, docteurs. On a une mission à l'international pour favoriser toute la mobilité internationale, les personnes qui veulent partir travailler à l'étranger et revenir travailler en France. On est très présent également sur les réseaux sociaux à travers plusieurs infolettres. Donc, on a une infolettre qui est spécifique pour les candidats, où on est suivi par plus de 130 000 candidats potentiels et bien sûr assez présent sur les différents salons et forums emploi. Enfin, pour ce qui touche l'emploi, on a une CVTech qui est accessible sur notre site internet gratuitement et il y a un job board où il y a plus de 7000 annonces qui sont postées chaque année, donc à savoir des offres d'emploi, ça peut être des offres de postdoc, des CDI, CDD, des offres de thèse, des offres de stage, et on a mis en place récemment des prestations de recrutement pour accompagner les recruteurs de manière plus personnalisée dans le but de recruter leurs talents exceptionnels. Donc, si vous avez des questions sur les missions de la BG, ou il y a un débat qui va s'ouvrir par la suite, donc ça pourra aussi peut-être répondre à plusieurs questions. Très bien, merci donc à Bernard, à Florian et Floriane.
pour donc cette présentation. D'ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions donc au fur et à mesure des échanges de ce qui se dit donc dans la boîte à questions. À présent, donc nous allons passer à la table ronde pour échanger donc tous ensemble avec les intervenants sur quelques questions que nous avons déjà donc reçues. Alors, donc première question pour nous. Attendez, on va juste afficher. Voilà, première question pour nos intervenants. Quel est l'enjeu de créer un parcours doctoral pour les universités? La parole est ouverte. Je peux essayer de vous parler de mon expérience avec le parcours doctoral. L'enjeu est très important en fait parce que en fait il est double. En fait c'est de créer un partenariat gagnant-gagnant entre d'une part les doctorants pour qu'effectivement ils puissent préparer leur avenir professionnel en connaissant parfaitement l'entreprise avant d'arriver à leur graduation et au moment où effectivement ils sont confrontés aux problèmes et ils devront se présenter à l'entreprise. Donc c'est d'anticiper cette phase-là. Et pour les entreprises, les grandes comme les petites, essayer de découvrir ces talents et comme elles le disent très souvent, le problème principal qu'elles ont, c'est pas forcément la technique, c'est pas parce qu'ils ont les réseaux, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des chercheurs de très haut niveau, mais par contre c'est de trouver de nouveaux talents et donc de recruter des personnes pour réaliser des projets qu'ils ont. Donc c'est vraiment une rencontre avec ces talents, avec ces doctorants, et de façon profonde, c'est pas simplement une rencontre face-to-face et rapide, c'est vraiment, il y a quand même 12 jours pour les doctorants dans le cadre de ce cycle de formation doctorale et des mises en pratique qui sont carrément le fait d'aller directement dans l'entreprise. Ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'était qu'il y a des visites d'entreprises qui sont organisées. Donc les entreprises partenaires peuvent proposer aux doctorants de venir visiter les locaux, voire concrètement toucher du doigt ce que c'est que la recherche chez eux dans l'entreprise. Donc ça c'est important aussi. Ça a très très bien fonctionné au mois de mai-juin, au mois de mai plutôt, cette année. Il y a eu beaucoup d'inscrits pour les visites que l'on a fait dans les entreprises. Donc voilà l'enjeu principal du parcours, c'est de donner envie aux doctorants d'aller créer de la richesse dans les entreprises, au service de l'entreprise. Et donc les entreprises, j'invite, je ne sais pas si parmi les participants vous avez des entreprises, des startups, des PME ou des grands groupes, ou vous êtes à la tête des grands groupes, n'hésitez pas surtout à me rencontrer, enfin à me proposer des choses, parce que je pense qu'on a tous intérêt à créer ces liens. Donc n'hésitez pas, vous tapez Bernard Monnier Mime, comme on reconnaît bien, et dans LinkedIn vous le trouverez, et je vous répondrai forcément. Donc je pense qu'on a tous intérêt à créer ce genre de choses. Merci Bernard, parce que ce qui est bien, c'est que vous intervenez vraiment aussi en amont, c'est-à-dire que c'est ça qui est votre priorité. Ça permet de préparer aussi, avant même que le docteur ait que le docteur. Contrairement par exemple à Florian, je crois, qui intervient plutôt une fois. C'est ça, vous voulez prendre la parole, Florian? Oui, en fait, il y a une continuité, c'est-à-dire que ce que fait Bernard à travers le parcours, ça permet aux doctorants et pendant leur thèse de mieux connaître le monde de l'entreprise, de s'y former, de monter en compétences, non pas sur les aspects scientifiques, puisque c'est quand même compliqué de monter plus haut en compétences qu'au niveau doctorat, sur les aspects scientifiques, mais sur les aspects, on va dire, connaissance du monde de l'entreprise, ça permet ensuite de faire la passerelle vers l'emploi et pour finalement se faciliter la tâche au moment où on va continuer sa poursuite de carrière vers le privé, puisque aujourd'hui, globalement, la poursuite de carrière vers le privé, ça concerne 80 à 90% des doctorants, en tout cas en flux, puisqu'il y a entre 2 et 3 000 postes de chercheurs, enseignants-chercheurs, il y a 15 000 docteurs diplômés par an. Voilà, quand on fait les calculs, globalement, à la fin, il faut que les doctorants et docteurs soient
formés à ce monde de l'entreprise, qu'ils en aient au moins une connaissance, ne serait-ce que partielle, de ces métiers, et de sa structuration pour ensuite se faciliter la tâche. Donc, on a des choses un peu similaires avec Bernard où on a des missions d'expertise aussi. Je ne les ai pas présentées là dans la présentation de PhD Talent, mais on met en place des missions d'expertise qui sont réalisées par des doctorants et des jeunes docteurs pour le compte d'entreprise. Et donc, on a quelques belles histoires de doctorants, de docteurs qui font des missions pour nos clients entreprises et qui ensuite sont recrutés et finissent en CDI chez nos clients. Très bien. Merci Florian. Alors, une question arrive. Justement, là, tout à l'heure, j'entendais Florian qui nous parlait de job board. Et nous également, au sein du pôle systématique, on a lancé un job board en début d'année parce que justement, on s'est rendu compte, on fait une enquête RH tous les ans qui nous permet de prendre un peu la température de nos membres, savoir connaître leurs besoins. Et l'année dernière, celle de donc 2022 2023 donc avait révélé qu'il y avait 700 postes ouverts non pourvus. Donc c'est dire à quel point les recrutements ne sont pas c'est vraiment un domaine, ce sera vraiment un peu le nerf de la guerre, quoi. Donc chaque fois les entreprises sont à la recherche un peu de cette perle rare qu'on pourra trouver. Et donc on peut se demander aussi concernant les doctorants, finalement comment recruter un jeune chercheur et à quel poste. Donc selon vous, je sais pas, vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les différentes alternatives que vous proposez pour donc trouver un jeune chercheur. À vous donc. Si c'est au bas, je peux commencer, puisque c'est un peu le cœur du métier chez nous. Ouais. Alors, l'idée, c'est pas forcément de faire la pub de PhD Talent, mais globalement, il y a plusieurs manières de faire. Je vais commencer par comment, et ensuite, on ira peut-être sur pour quel type de poste. Alors, le comment, finalement, ça reste des salariés comme les autres, les jeunes docteurs. Donc, on va les chercher là où ils sont. Donc, à la fois dans leurs écoles. Alors, il se trouve que la structuration du monde académique français est assez complexe. Donc, il y a des superpositions de couches entre laboratoire, école doctorale, collège doctoraux. Donc, ce qui rend pas les choses simples pour les entreprises pour les trouver. Et c'est aussi en partie pour ça que un certain nombre d'acteurs existent aujourd'hui sur le marché. L'ABG en fait partie depuis très longtemps, PhD Talent depuis un peu moins longtemps, des cabinets de recrutement dédiés aux docteurs. Et donc, voilà, c'est l'ensemble des acteurs proposent des services que sont des plateformes d'emploi, des CV Tech, de la chasse de tête personnalisée, des forums de recrutement. Et donc, l'ensemble de ces initiatives permettent d'accéder à des communautés plus ou moins larges, des compétences plus ou moins de niche. Et donc, en fonction du besoin, on va aller se tourner vers l'une ou vers l'autre en fonction de est-ce que c'est compliqué de trouver tel ou tel profil ou pas. Typiquement, si on est sur des profils qui sont peu pénuriques, évidemment, d'un point de vue sourcing, ça demandera moins d'efforts et donc moins de moyens, alors que si on est sur des choses on va dire, plus de l'ordre de l'intelligence artificielle, du quantique, où il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, là, on va aller sur des choses un peu plus personnalisées. Ce qui est important pour une entreprise, de mon point de vue, c'est de maintenir l'effort en termes de marque employeur auprès de cette population-là. Alors, évidemment, ça demande des moyens de le faire, mais pas que, hein, il suffit aussi de faire un peu de communication gratuite sur les différents réseaux, parce que c'est une toute petite population, c'est une niche, hein. Je vous disais, les docteurs, c'est 15 000 docteurs par an, comparé à une classe d'âge où en gros c'est 700 000 personnes, une classe d'âge en France, c'est quasiment personne. Et donc, pour se faire connaître, il faut maintenir l'effort auprès de la population, auprès des écoles doctorales, auprès des acteurs, pour continuer à se faire connaître. Donc ça c'est le comment. Et ensuite, pour quel type de poste? Alors, évidemment, le grand classique, c'est l'ingénieur R&D, en tout cas tous les métiers liés à la R&D, parce que les docteurs sont liés au métier de la recherche. Donc, évidemment, en premier lieu, on va les recruter pour ça. Mais pas que. Pas que. Aujourd'hui, les docteurs sont recrutés pour des métiers dans le conseil. Alors, nous, on a des clients dans le conseil en stratégie,
dans le conseil en ingénierie, dans le conseil en propriété intellectuelle. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thèse, ça permet aussi d'apporter tout un tas de compétences transverses et de compétences non scientifiques ou non techniques qui servent aux entreprises. Oui, je suis très d'accord avec tout ce que Florian a dit. Effectivement, plusieurs structures existent pour faire de la mise en relation entre docteurs et employeurs. Il faut pas hésiter en fait à solliciter ces entreprises-là. C'est vrai que le système académique n'est pas encore très bien organisé pour l'instant pour favoriser ce réseau-là. Donc ça vous tend les bras, ça facilite le travail des RH pour aller chercher justement cette niche-là dont parlait Florian. Donc tout à fait. Après, les doctorants, c'est aussi très intéressant dans la mesure où les entreprises peuvent bénéficier du crédit impôt recherche. Si c'est le premier CDI après le doctorat et dans le cadre d'une embauche pour de la R&D, voilà, c'est très intéressant fiscalement pour les entreprises. Donc ça, c'est un attrait supplémentaire pour aller se diriger vers les doctorants et docteurs. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Florian a bien tout expliqué, je pense. Vous pouvez juste en dire plus sur le crédit impôt recherche pour que celles qui ne connaissent pas le dispositif puissent en savoir plus. Florian, si vous voulez bien. Oui, en fait, il y a un dossier à monter auprès du gouvernement. Grosso modo, alors il y a tout un dossier, une expertise, à avoir, mais le salaire du doctorant est remboursé pendant 2 ans. C'est un peu un raccourci, mais c'est ça. Après, il y a des charges, voilà. Enfin, c'est tout un calcul financier. Mais du coup, pendant 2 ans, effectivement, le jeune docteur ne coûte rien ou quasi rien à l'entreprise. Donc, ça permet de l'embaucher peut-être à un salaire aussi plus avantageux pour lui et que l'entreprise, si c'est une petite entreprise, puisse souffler, en tout cas fiscalement parlant, pendant quelques temps. Par exemple, si c'est une start-up. Très bien. Donc, vous l'aurez compris, vous avez 3 structures qui sont là, qui peuvent vraiment vous aider dans la recherche oui, justement, donc de votre jeune chercheur. Bernard, allez-y, vous voulez compléter? Non, moi, je voulais juste compléter, peut-être, si vous voulez bien. Parce qu'effectivement, comment recruter et à quel poste, en fait, c'est pour dire, effectivement, sur le court terme, il n'y a aucun problème. C'est effectivement les structures dont on a entendu qui sont effectivement là pour ça. Moi, je dirais le parcours, c'est plus, ça adresse cette question-là, mais sur le moyen terme, puisque les doctorants, c'est un cours de thèse. Donc, c'est vraiment c'est quand même bien fait pour après avoir facilité cette embauche future. C'est-à-dire, c'est faire le lien en amont pour que derrière, les entreprises connaissent et reconnaissent la valeur du doctorant pour qu'une fois qu'ils seront gradués, ils puissent effectivement avoir un circuit raccourci au niveau de l'embauche. Et à quel poste? Eh bien, c'est justement dans le cadre de la mise en pratique des 5 jours en entreprise, qui sont gratuits pour l'entreprise, j'avais oublié de le dire tout à l'heure. Les 5 jours sont gratuits pour l'entreprise, enfin gratuits en termes de finances, mais bien sûr jamais gratuits en termes de temps passé, parce que c'est quand même un peu de temps passé pour eux, mais en fait, c'est là qu'on essaie d'identifier justement les postes qu'ils peuvent occuper. J'avais même parlé de définir même son poste pour voir si par hasard il n'y a pas un moyen de trouver des postes nouveaux qui permettraient de mieux encore reconnaître l'apport d'un PhD par rapport à un ingénieur, faire mieux la différence. Donc c'est peut-être là qu'on pourrait ressortir un moyen pour améliorer cette reconnaissance que l'on doit réellement faire. Un PhD n'est pas un ingénieur. Voilà, l'ingénieur est très bien dans sa fonction, mais un PhD, ça va au-delà. C'est quelqu'un qui est capable de faire de la recherche plus en profondeur, avec des méthodes et des pratiques qui sont différentes de celles de l'ingénieur. Il faut le faire reconnaître à l'entreprise. Il ne faut pas que les DRH traduisent le besoin d'un PhD en le besoin finalement d'un ingénieur. Mais non, c'est un PhD, c'est différent. Voilà. Très bien. Okay. Je rajouterais juste qu'il y a une sensibilisation, effectivement. C'est dommage parfois de voir le raccourci. On le voit trop souvent. Docteur égale chercheur de manière générale ou recherche de manière générale.
Florian l'a bien dit, hein, il y a des compétences transverses assez incroyables aussi chez les docteurs. Donc voilà, c'est pas docteur égale un métier, loin de là. Il y a tout un panel de métiers. D'ailleurs, voilà, on est tous, je pense, représentatifs. On fait pas de la recherche nous, donc voilà, on est les exemples vivants que on peut très bien sortir du monde de la recherche aussi. Très bien. Je ne sais pas si sur la question, on peut rapidement aussi évoquer le fait que des PME ont quand même des freins pour faire appel à des structures comme les vôtres et d'autres. Hein. Est-ce que le seul frein, c'est uniquement le fait qu'elles ne connaissent pas ces structures-là, ou il y a d'autres freins qui empêchent les PME de trouver en fait leur talent, de pouvoir, je sais pas qui pourrait rebondir là-dessus, pas vraiment de lever les freins après ce webinaire en fait. Alors, Florian. J'ai quelques éléments de réponse sur la question des PME. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la question de la connaissance des dispositifs d'aide à l'embauche, où clairement, aujourd'hui, un grand groupe international qui fait de la R&D, il y en a quasiment plus qui ne connaissent plus le dispositif Jeune Docteur, et elle l'utilise très très fortement. Avec l'APG, on a des clients communs qui recrutent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de docteurs par an. Et donc, elles usent de ce dispositif parce que c'est vraiment très, très intéressant fiscalement. Et donc là, les PME, le tissu socio-économique des PME françaises est très peu informé sur le sujet. Donc déjà, il y a une question de sensibilisation. Et ensuite, il y a une question de capacité d'investissement, parce que ces dispositifs-là sont des dispositifs de crédit d'impôt, donc il y a du décalage de trésorerie quand on est une PME, et il faut pouvoir l'assumer. Parfois, c'est pas possible. Bon, après, il y a des dispositifs, il y a du préfinancement de crédit d'impôt recherche qui existe. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails ultra administratifs et techniques, mais ça existe, c'est faisable. Et enfin, il y a la question de la perception du docteur. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est souvent, quand il s'agit de PME, de la question de l'inquiétude de l'opérationnalité du docteur. Dire, OK, si je recrute un docteur, est-ce que finalement, il va pas être, pour le dire un peu crûment, un peu perché et rester dans son coin à faire des choses qui ne me servent pas à grand-chose. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ce que je dis, c'est que c'est devenu extrêmement rare parce que justement, c'était la question précédente, c'est les universités ont mis en place des parcours doctoraux pour faire connaître le monde d'entreprise, pour faire connaître les attendus de ce qu'on attendait d'un docteur en entreprise. Et ça, aujourd'hui, il y a la question de l'opérationnalité du docteur est une question, on va dire, secondaire. Évidemment, il faut accompagner le docteur quand il arrive à l'entreprise, comme le jeune docteur, hein, je parle du jeune docteur qui n'a pas d'autre expérience. Il y a ce qu'on appelle un onboarding à faire, qui est peut-être un peu spécifique comparé à d'autres profils. Mais globalement, au bout de quelques semaines, c'est comme si le docteur a été toujours là. Et il apporte énormément de valeur, à la fois en termes de connaissances, mais du coup de valeur économique pour l'entreprise. Très bien. Merci. Donc, en tout cas, si vous êtes là, vous êtes une PME, une entreprise qui est à la recherche de futurs talents, nous vous invitons à vous rapprocher de l'association ABG, de PhD Talent et même de MIME pour être conseillé, accompagné sur ce qui existe donc comme différents moyens pour trouver donc des talents. Alors, on a évoqué tout à l'heure la recherche donc de l'entreprise vers le candidat. On va parler dès à présent donc de maintenant si je suis moi un jeune chercheur, qu'est-ce qui existe et quels sont les dispositifs qui me permettent de rencontrer des entreprises si je suis un jeune chercheur. Peut-être que Bernard, vous pouvez nous dire quelque chose. Alors, juste en parlant plus fort pour qu'on vous entende mieux. Et juste avant de vous parler, n'hésitez pas à poser vos questions là au fur et à mesure dans la boîte à questions. On va ensuite y revenir tout à l'heure. À vous la parole, Bernard. Alors, disons que c'est relativement simple pour moi de répondre à cette question, puisque le dispositif que j'ai créé, le parcours doctoral, est exactement fait pour ça. Je ne sais pas si on m'entend mieux. Plus fort encore, c'est bien.
Encore plus fort. Alors, Oui, s'il vous plaît. le dispositif permet justement aux jeunes chercheurs de rencontrer les entreprises. Donc, en fait, il répond à cet objectif en essayant de créer un réseau dès la formation doctorale et non pas attendre qu'ils soient gradués pour faire ça, mais déjà en amont, se créer un réseau. Là, aujourd'hui, les 45, 42, 43 doctorants qui sont inscrits aujourd'hui dans le parcours repartent là en milieu de parcours avec déjà des liens tissés avec pas mal d'entreprises, en tout cas dans leur domaine d'activité. Hein. Donc là, ça s'est déjà créé, alors que normalement, ça devrait se créer peut-être même un peu plus tard lors de la mise en pratique, mais déjà, il y en a pas mal qui ont des liens très, très proches avec les entreprises. Donc un réseau. Ensuite, ce qui est intéressant avec ce dispositif parcours R&D en entreprise, c'est que ça va permettre aux doctorants d'avoir un label R&D en entreprise. Donc, on va aller jusqu'à donner ce label. Ça veut dire que les entreprises qui vont recevoir des PhD, des docteurs plus tard, lorsqu'ils seront gradués, ceux qui seront capables de montrer au DRH qu'il a suivi le parcours doctoral R&D en entreprise pourra avoir une certaine garantie que le PhD n'est pas là simplement par défaut, parce qu'il n'a pas trouvé de poste en académique et qui se retourne vers l'entreprise et où, comme disait Florian tout à l'heure un peu, peut-être des personnes, des PME ou d'autres, même dans les grands groupes, des DRH de grands groupes pourraient penser: a-t-il vraiment une motivation pour venir dans l'entreprise ou est-il uniquement en stade de ne pas avoir trouvé ce qu'il cherchait et qu'il se retourne vers l'entreprise parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait dans l'académique? Le docteur qui arrivera avec son label R&D en entreprise ne pourra pas être accusé de ça. Il se différenciera des autres par le fait qu'il avait eu la volonté dès son doctorat, son parcours doctoral, d'aller vers l'entreprise. Donc ça, c'est très important pour faire une rencontre avec les entreprises, et c'est souvent la question qui est posée, que se posent les jeunes PhD, c'est se dire: comment je fais pour me différencier, pour avoir le poste que je voudrais, celui que je voudrais choisir dans l'entreprise. Eh bien, d'arriver avec un label R&D en entreprise permet, je pense, cette différenciation. C'est un des éléments. Voilà. Donc, je pense que c'est assez intéressant, disons, pour ce cadre-là. Et oui, et vraiment, comme a dit Bernard, hein, faire son réseau, c'est hyper important. Il y a ce système-là, il y a les forums aussi emploi où les candidats peuvent parler avec les recruteurs, en apprendre davantage sur les structures aussi. Et ça permet aussi de se sensibiliser au secteur privé. Parce que ça a quand même des codes différents, des langages différents par rapport à l'académique. Et ça permet vraiment de se sensibiliser, de dire, lorsque la personne va vraiment postuler, de dire, bah voilà, moi je me suis renseignée, je sais que ça marche comme ça dans le secteur privé. Et voilà, de faire des forums emploi, faire le parcours R&D, ça permet d'élargir son réseau et aussi de faire peut-être son deuil académique. J'aime pas trop ce terme-là, mais les recruteurs du secteur privé, bah ils le sentent quand voilà, Bernard disait c'est pris par défaut cette voie-là parce que bah j'ai pas eu mes concours, etc. Bon, voilà, ça passe pas trop. Donc de réfléchir sur sa poursuite de carrière et se renseigner de ce qui se passe dans le secteur privé, c'est hyper important. Très bien. Qu'est-ce que quelqu'un veut compléter sur cette question Oui, un dernier point qui me tient à cœur parce que c'est là d'où je viens, qui est pour les doctorants, s'il y en a quelques-uns qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le tissu associatif. Souvent, les associations de doctorants organisent des petits événements d'afterwork, petits forums locaux qui permettent aux doctorants
d'un endroit, d'une université, d'une école doctorale, de rencontrer des entreprises, de rencontrer des alumni de l'école doctorale qui sont passés dans le privé. Et aujourd'hui, c'est peut-être un cri d'appel, quelque part, un cri du cœur, parce que le Covid a fait beaucoup de mal au tissu associatif doctoral. Donc, il y a encore les acteurs que nous sommes avec la BG et Bernard, où on est là à faire des actions pour les doctorants directs. Je dois avouer que sur certaines de ces actions, je considère que c'est pas nous de le faire et que typiquement, PhD Talent organise des afterworks mensuels avec sa communauté de docteurs. Je préférerais que ce soit les associations de doctorants et de docteurs qui le fassent. Et donc voilà. Donc, si vous êtes doctorant ou docteur à nous écouter, relancez les associations locales. Le tissu en a bien besoin. Très bien, le cri est lancé, le temps est passé. Voilà. Bah, merci pour vos réponses à ces questions qu'on a déjà donc reçues. Donc vous l'aurez compris, hein, on a dit tout à l'heure qu'il est vraiment important de s'entourer, il est vraiment important de se renseigner, de se rapprocher notamment des structures qui sont là, mais également d'autres qui existent, pour vraiment avoir les bonnes informations et prendre les bonnes décisions. Et également, si vous êtes aussi là, doctorant, futur doctorant, vraiment, c'est aussi important de créer un réseau en amont, de pas attendre de finir, que tout se termine, vraiment en amont, déjà de s'intéresser, de créer du réseau. Ça permet aussi de pouvoir aussi avoir donc de meilleures possibilités par la suite. Alors, on va passer au temps de questions-réponses. Donc, voilà, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. On en a déjà reçu quelques-unes encore là. Donc, on va tout de suite prendre la première question. Donc, c'est de Monsieur Pierre Sicardi qui nous demande: est-ce que les doctorants ne sont pas trop réticents à se diriger vers les startups? Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Bernard, si vous souhaitez. Oui, je peux répondre sur une expérience que j'ai. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question, parce que c'est vrai que souvent on dit ouais, les personnes ils veulent peut-être plus des grands groupes. Mais en fait, non, je pense que non, ça dépend vraiment du dynamisme et de la volonté des organisations. Je pense que les startups sont vraiment en mesure de, entre guillemets, vendre leurs travaux de recherche à des doctorants, et les doctorants sont très sensibles. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai organisé les rencontres avec des entreprises. Et comme je vous ai dit, moi, je ne me focalise certainement pas sur les grands comptes. C'est important, mais ce n'est pas que les grands comptes. Il y a aussi énormément de PME et de start-up que j'essaie de fédérer. Et dans ce cadre-là, j'ai fait des rencontres avec des start-up qui ont très très bien marché. Donc, je pense par exemple au Plus Aerospace à Bretigny, je pense à, ça c'était plus dans le domaine aéronautique espace, ok. J'ai fait par exemple à Hyposkesi, bon, évidemment c'est une start-up qui commence à être importante, mais c'est quand même une start-up. Vous verriez le nombre d'inscrits, c'était loin d'être négligeable, il y en avait quand même entre 15 et 20, voire jusqu'à 25 même. Donc les start-up attirent les talents. Et donc, moi, je pense que c'est une bonne question, on pourrait croire ça, mais je pense que les startups ont beaucoup, et les PME également, puisque j'avais, dans le lancement de mon parcours, j'avais des PME, j'avais autant de PME et de startups que de grands comptes, voire même plus. Donc, et elles ont eu beaucoup de succès, on a eu beaucoup de retours très intéressants. Il y a même des PME qui sont partis avec en gros des coordonnées déjà de doctorants qui voulaient vraiment aller dans ces organisations-là. Donc je pense que les PME et les startups n'ont pas à rougir et croire qu'elles ne sont pas intéressantes pour les doctorants. Je pense qu'elles le sont vraiment. Et peut-être dernière chose, c'est que j'ai l'occasion bien sûr de discuter avec beaucoup d'entre eux. S'ils s'inscrivent dans ce parcours R&D en entreprise, c'est qu'effectivement, ils ne veulent pas forcément eux-mêmes monter une structure. Ils ne sont pas forcément les entrepreneurs de demain qui veulent monter forcément une structure. Bien que j'ai un exemple d'une personne qui veut le monter quand même. Mais quand même, ils ont ce goût un peu de l'entrepreneuriat.
Et donc, les startups sont vraiment le lien entre les deux. Et je pense que, d'après ce qu'ils me disent, ça les intéresse bien. Et moi, je leur vends aussi, entre guillemets, cette chose-là, en disant, les startups, ce n'est pas du tout la même organisation que les grands comptes. Et s'ils veulent avoir la flexibilité, la passion de la recherche et aller au-delà, etc., et qu'il n'y ait pas de frein que les grandes organisations peuvent montrer en disant, bon, c'est un peu le silo entre la recherche, le développement, le marketing, la finance, etc. Dans une startup, vous faites tout à la fois. Hein. Enfin, en gros, vous pouvez occuper pas mal de postes et donc vous trouvez votre passion un peu au travers de plein d'activités différentes qui, je pense, sont intéressantes pour les doctorants. Donc, allez-y, proposez des choses et vous verrez, d'ailleurs, vous pourrez le voir si vous faites l'expérience. Proposez-moi des fiches d'intervention dans les entreprises pour l'étape 3 qui se déroulera en novembre ou décembre. Et vous verrez certainement que les fiches seront considérées par les doctorants et que vous aurez des doctorants qui rentreraient, qui viendraient vous voir dans les startups. Si vous êtes bien une startup, je ne sais pas si Pierre, c'est ça? C'est Pierre qui a posé la question. Oui. Je ne sais pas s'il est la tête d'une start-up ou quoi que ce soit. Alors, Pierre, dites-nous dans le chat. Voilà, dites-nous. Mais qu'il n'hésite pas s'il a une start-up, qu'il n'hésite pas à se manifester auprès de moi. Je lui répondrai très volontiers. Très bien. Merci Bernard. Merci. La question donc suivante de Madame Anissa Taibji. Par rapport à un candidat classique, qu'est-ce qui peut motiver à rejoindre telle ou telle entreprise? Sur quoi une PME en particulier peut-elle se distinguer pour être attractive? Merci. Allez-y, si vous je ne veux pas monopoliser. Non, allez-y. Monopoliser, mais bon, par rapport à l'expérience, là, j'ai commencé à le dire, mais l'expérience que j'avais eue lors du lancement, j'ai fait intervenir toutes les structures dans des domaines très différents et les startups ont su se rendre très attractives en parlant simplement de la partie recherche qu'ils faisaient, qu'ils font. Et bon, je ne dirais pas que toutes les PME et les startups ont des services de recherche qui peuvent plaire aux doctorants, mais pas mal d'organisations l'ont. Et donc, celles qui sont venues, celles que j'avais sélectionnées et qui sont venues lors du lancement, ont beaucoup intéressé les doctorants parce qu'elles ont su mettre en avant des programmes de recherche qu'elles faisaient et qui démontraient que c'était loin d'être négligeable. Il y a même des PME qui ont des thésards cifres et même une start-up qui était venue qui a un thésard cifre. Donc, c'était pour démontrer que ce n'est pas simplement des paroles en l'air. C'est que quand on prend un thésard cifre, c'est que vraiment la recherche a un sens dans cette PME ou cette start-up. Donc, on peut parler, mais montrer qu'on a un thésard cifre, ça démontre vraiment que la recherche est à un niveau intéressant pour les thésards. Voilà, c'est cette expérience-là que j'avais. Très bien. Oui. Je rajouterais que vis-à-vis des grands groupes, alors je pense que c'est une histoire de méconnaissance aussi de la part des doctorants-docteurs. Quand ils sortent de leur thèse ou de leur postdoc, ils ont envie de se projeter dans des grands groupes. Bon, parce que tout le monde en parle et ça fait rêver, il y a les paillettes, etc. Néanmoins, je trouve qu'il y a un accueil quand même privilégié dans les PME, dans les startups et une valorisation des compétences qui est quand même plus élevée, qu'elles soient scientifiques ou transverses. En général, les startups ou les PME ont été, en tout cas pour les startups, ont été construites par souvent des docteurs aussi. Donc ils connaissent la valeur ajoutée d'un docteur, ils savent toutes les compétences que les docteurs peuvent ajouter dans leur travail, dans leur quotidien. Et moi, je pense que c'est vraiment en fait, c'est pas chaque structure, chaque type de structure qui est en concurrence avec l'autre. C'est vraiment les PME et les startups, c'est complètement différent. Il y aura
plus de projets transverses qu'un grand groupe. Ça peut vraiment attirer des candidats aussi. C'est à taille humaine, c'est quand même assez sympa aussi, plutôt que d'être noyé tout de suite dans un grand groupe après une thèse. Il y a énormément en fait de valeur ajoutée, et Florian l'a dit tout à l'heure, la marque employeur joue beaucoup. Donc, faut pas hésiter à communiquer non plus auprès de ce public-là, quoi. Très bien. Merci Bernard et Floriane. La question donc 3 qui nous vient de Camille Filardeau. Quels éléments peuvent motiver un doctorant à aller en entreprise plutôt que de poursuivre dans l'académique? Je peux prendre la réponse, enfin la question et y répondre. Alors, finalement, c'est un peu le miroir et le pendant de ce qu'on vient de dire côté entreprise. C'est montrer aux doctorants l'horizon des possibles qui existent en entreprise. Puisqu'effectivement, Florian vient de le dire, que parfois, il y a peut-être une vision un peu étriquée du monde de l'entreprise de la part des doctorants et des docteurs, qui est un peu restreinte finalement au monde des grands groupes et éventuellement même au monde de la R&D des grands groupes. Et donc, le fait de montrer qu'il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres métiers possibles autres que la R&D. Alors, même si on a envie de rester dans la R&D, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a beaucoup aussi de R&D dans les entreprises et de la R&D de très haute qualité, de très haut niveau. Et il y a même un certain nombre de domaines où aujourd'hui, ceux qui ont le lead au niveau de la R&D, c'est plutôt les entreprises, plus que la recherche académique. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut convaincre les doctorants et les docteurs. Après, les choses, il y a des contextes qui existent aussi. Donc, évidemment, la comparaison académique-privée n'est pas à la faveur de l'académique, que ce soit en termes de précarité de l'emploi, en termes de niveau de salaire, en termes de plein de choses, d'avantages sociaux, bref, il y a et donc globalement, ça permet tout ceci fait que globalement les doctorants et docteurs, ça m'a même assez étonné. Je suis allé dans une école doctorale de biologie à Nantes il y a quelques semaines. Quand je demande de manière systématique qui veut aller dans l'académique, sur je sais pas, il devait être une quarantaine dans la salle. Je pense j'ai eu 2 mains. Il y a 10 ans, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde de la valorisation du doctorat. J'avais à peu près toutes les mains qui se levaient dans la salle. Donc aujourd'hui, il n'y a plus tellement de besoin de conviction. Il y a plutôt un besoin d'accompagnement des doctorants vers le secteur privé. Donc, très bien, merci Florian. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir avant qu'on prenne la question donc suivante. Là, c'est peut-être juste rajouter sur la partie. C'était la question, quel élément peut motiver un doctorant dans une entreprise? Exact. Pour moi, c'est vraiment la démonstration. L'élément, c'est leur démontrer qu'en entreprise, il y a vraiment de la recherche qui se fait. Parce que souvent, ils ne savent pas à quel niveau ça se fait. Moi, j'ai vu encore une fois, quand ils sont venus visiter les entreprises, ils ont dit, mais jamais j'aurais cru qu'on puisse faire des choses aussi intéressantes dans une entreprise. Je ne vais pas citer les noms des entreprises qui sont concernées, mais beaucoup, enfin dans presque toutes les entreprises dans lesquelles ils sont allés, ils m'ont fait la remarque, écoutez, moi j'étais très surpris, je ne pensais pas qu'on fasse ça, je ne pensais pas que ce soit à ce niveau-là, qu'il y ait de la recherche comme ça. Donc je crois que l'élément qui peut motiver le doctorant, c'est leur montrer. Démontrer que ça existe. Oui, ça existe. Oui, c'est possible. Alors, il y a aussi le fait, il faut dire aussi qu'il y en a qui se sont engagés sur une thèse académique parce qu'ils n'ont pas trouvé à l'époque de thèse CIFRE. Thèse CIFRE, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est quand même compliqué de monter une thèse CIFRE. Et c'est compliqué pour des bac plus 5, pour des master 2, c'est compliqué d'aller s'inscrire dans un cycle doctoral, puisque une thèse CIFRE, il faut non seulement le labo académique, il faut non seulement le sujet, mais il faut l'entreprise. Et il faut la NRT. Et tout ça, est un dossier épais comme ça. Donc tout ça fait que c'est compliqué
d'aller regrouper tout le monde, faire tous ces liens. Ce qui fait qu'ils partent en thèse académique, mais quelquefois, ils ont quand même l'idée d'aller regarder ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, quelquefois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour leur démontrer que c'est intéressant. Et je vous dis, pour ceux qui n'ont pas, cette fibre dès le départ, faire la démonstration, leur montrer que c'est possible. Très bien. Merci Bernard, merci Florian. Alors, on a une dernière question, sauf s'il y en a qui arrivent entre-temps. D'ailleurs, on vous prie donc de ne pas hésiter à poser, on finit dans 5 minutes. Alors, monsieur Dudier-Mouret qui demande sur 15 000 docteurs par an, combien sont les scientifiques? Alors, vous pouvez préciser la question peut-être? Vous parlez quelques années après la soutenance, vous parlez de sciences dures. Si vous pouvez préciser la question, ce serait... Parce que si c'est ceux qui sinon, ils sont tous scientifiques. Ben oui, c'est ça. Si on parle de tous ceux qui sortent, enfin, bon, 15 000, c'est sur la France. Moi, je connais bien les chiffres sur Paris-Saclay. Paris-Saclay, en gros, il y en a 1000 chaque année. Mais les 1000 qui sortent sont des scientifiques. Donc, si c'est ça, enfin, les docteurs, les PhD sont des scientifiques. Ou alors, on ne se comprend pas, je ne sais pas. Enfin, ouais, c'est des scientifiques. Il va préciser. Okay. Sciences dures hors SHS lettres, c'est tout à fait. Oui. Alors ça, il y a les stats, il y a les stats sur le site du gouvernement. Ouais, sur le site du ministère, dans je pense, sur la recherche, je pense que les chiffres les plus précis, c'est le CIES qui les donne. Alors, deux têtes, c'est... Je crois qu'il y a 25% en sciences de la vie, à peu de choses près. 20% ou 25% dans les SHS et lettres. Et du coup, il doit rester le reste en sciences dures. Alors, du coup, le sciences dures, elle est extrêmement large puisque on y met l'ingénierie, la physique, l'informatique, les maths, la chimie, bref. Donc, ça regroupe beaucoup de disciplines différentes. Oui, je pense que si je me fie, il suffisait d'aller. Il y a eu le vendredi dernier, il y a eu la graduation de la promo PhD de l'Université Paris-Saclay qui s'est tenue à Centrale Supélec. Effectivement, si on fait le bilan, effectivement, si on dit scientifique par rapport à ceux qui sont dans la tech, effectivement, la SHS, c'était effectivement un nombre bien inférieur. Pas du tout majoritaire, loin de là. S'il y en avait 10%, c'était vraiment le maximum, je pense. Mais donc je pense que c'est significatif. Et c'est dommage, c'est très dommage. Moi, je ne vous ai pas parlé de ce que je voudrais faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, je voudrais rajouter des modules optionnels. Et dans les modules optionnels, je voudrais qu'il y ait absolument la SHS. Et la chimie, par ailleurs. Mais la SHS, parce que je trouve que c'est très important et je pense qu'il y a on ne valorise pas assez ce domaine. Très bien. Est-ce qu'on a répondu à vos questions, Monsieur Mouret? C'est très bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, là, on tourne vers la fin. Je vais juste vous présenter donc les prochains webinaires, en attendant que s'il y a une réaction ou autre. Donc, les prochains webinaires. Alors, donc, nous aurons donc demain, pour rappel, c'est en présentiel à Paris 13. Vous pouvez encore vous inscrire. Donc, il y a des places qui restent. Le lien, on vous l'a mis, mais on pourra vous remettre également dans le chat. Donc, ensuite, le 4 juillet, donc le jeudi, il y a 3 webinaires au programme. Il y a donc le matin, Industrie et Deep Tech, les clés d'une levée réussie. Ensuite, à 12 h, changer d'horizon, embarquer vers de nouvelles sources de financement européen. Et enfin, à 14 h 30, PME en croissance, optimisez votre trésorerie en fonction de votre cycle d'exploitation. Voilà. S'il n'y a plus de questions, donc nous allons à présent vous remercier. Remercier déjà nos intervenants. Merci Bernard Monnier, merci Florian, merci Floriane pour vos réponses, pour vos apports. Merci également à vous tous qui avez été présents, donc j'ai vu qu'il y avait des académies, qu'il y avait également des PME, et donc nous vous invitons encore une fois à ne pas hésiter à contacter
à contacter donc Bernard, à contacter Floriane, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, sur comment recruter, sur comment créer un réseau, enfin sur toutes les questions possibles sur le sujet. En tout cas, c'était un plaisir donc de vous avoir accueilli sur ce webinaire dans le cadre donc de Sodiptech édition 2. Donc je vous dis donc à très bientôt pour les prochains webinaires. Merci à tous et également merci à la technique qui a assuré. Merci. Nous vous remercions. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.